Alors, on va passer tout de suite au premier candidat, donc HypnoVR. HypnoVR, vous allez vous présenter. 5 minutes, j'ai le chrono. Et après, question. Parfait. Celui-là, je peux le prendre? C'est parti. C'est Parfait. parti. Déclenchez pas le chronomètre tout de suite quand même, me grattez pas. Voilà, et merci professeur. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc on va parler d'HypnoVR. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'un changement de mentalité. Vous vous souvenez peut-être de cette campagne de communication qui a eu lieu il y a près de 20 ans. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Cette campagne de communication, elle a introduit un changement de mentalité qui a notamment permis une baisse significative de la consommation d'antibiotiques en France de plus de 10%. Le changement de mentalité dont je vais vous parler aujourd'hui, il concerne le traitement de la douleur et de l'anxiété. Aujourd'hui, le traitement de la douleur, c'est principalement par voie médicamenteuse. J'imagine que vous en faites toutes et tous l'expérience au quotidien. Or, aujourd'hui, ce traitement par voie médicamenteuse, il entraîne des effets secondaires, parfois graves, dans un tiers des cas d'anesthésie. Les cas d'anesthésie, ça représente près de 12 millions d'anesthésies par an en France, donc c'est massif en France, et on considère qu'à l'échelle mondiale, près de 5 milliards de personnes ont un accès limité à la fois à l'anesthésie et à la chirurgie. Alors, face à cette question qui est massive, le changement de mentalité dont je vais vous parler, eh bien, c'est comment on adresse ces effets secondaires, tout simplement par une technique qui est l'hypnose médicale, qui s'est développée depuis près de 20 ans, dont l'efficacité scientifique a été prouvée par plus de 300 études et qui, cependant, peine à se développer. Alors, c'est pour développer l'hypnose médicale à grande échelle qu'on a construit HypnoVR. HypnoVR, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme logicielle disponible sur abonnement qui permet à tous les professionnels de santé de traiter la douleur et l'anxiété grâce à un logiciel qui reconstitue une expérience d'hypnose médicale avec du matériel qui, lui, est disponible dans le commerce. Le professionnel de santé peut choisir son indication thérapeutique, la durée de son geste, l'adapter aux préférences du patient et créer une expérience d'hypnose médicale sur mesure. L'équipe à l'origine d'HypnoVR, c'est une équipe médicale, puisque ce sont deux anesthésistes réanimateurs, hypnothérapeutes, les docteurs Chauvin et le docteur Graff, qui sont à l'origine de l'idée. Moi, je les ai rejoints dès le début de l'aventure pour créer la société. Et aujourd'hui, la société, c'est une société qui emploie 5 personnes à temps plein. Notre business model, il est, comme je l'évoquais, très simple. C'est un business model qui s'appuie sur l'abonnement. L'abonnement à la plateforme logicielle, moyennement un abonnement à un compte. Vous pouvez utiliser HypnoVR autant de fois que vous le souhaitez, de façon complètement illimitée. Vous avez accès à toutes les nouvelles expériences et aux évolutions du logiciel. Notre business model, c'est aussi 2 cibles de clients. Les médecins libéraux d'une part, qui exercent en cabinet, et évidemment les établissements de santé. Un rapide mot sur notre prévision de croissance de chiffre d'affaires. Vous la voyez, notre ambition elle est assez importante, puisqu'on a prévu de faire pas loin de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 prochaines années, et 10 millions à 5 ans. Alors HypnoVR, c'est une start-up, mais on est sorti du garage, puisque d'une part, on est incubé chez Semia, qui est un incubateur de l'Eurométropole et de la région Grand Est à Strasbourg. On a déjà 3 études rétrospectives qui démontrent l'efficacité d'HypnoVR dans le contexte de gestes douloureux, que ce soit notamment en chirurgie pédiatrique, en chirurgie dentaire et en gastro-entérologie. On vient de finaliser, juste avant l'été, une levée de fonds de 700 000 euros auprès de Business Angel et de Family Office. Bien sûr, on va lancer un produit commercial à la fin du mois. Je touche du bois, je croise les doigts, mais c'est bien parti. Et on s'inscrit pleinement dans un écosystème de partenaires, aussi bien les hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'incubateur Semia que j'évoquais, et aussi le laboratoire eCube, qui est un laboratoire de traitement du signal et d'automatisation et de robotique qui fait partie du CNRS et de l'université de Strasbourg.
Notre ambition, et je terminerai là-dessus si vous le permettez, il me reste 20 secondes, notre ambition elle est simple, c'est dans les 3 à 5 prochaines années de devenir la solution référente du traitement de la douleur par voie non médicamenteuse et d'améliorer sensiblement le confort des patients et des professionnels de santé. Sur ce, à 8 secondes de la fin, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un excellent appétit et une excellente après-midi. Merci beaucoup. Question? Ouais, allez. Vous avez un micro, pas de micro-cravate, mais micro portable. J'aime bien votre présentation, mais je reste sur ma faim. Parce que vous me parlez du slogan, vous me parlez de la cible, mais au fond, vous ne m'avez pas du tout parlé des indications. C'est-à-dire, quel type de douleur, des douleurs chroniques, est-ce que c'est du périanesthésique, est-ce que c'est les anesthésies locales, et je pense que, de toute façon, il faudra l'évaluer. Ou vous pensez que vous avez déjà... Parce que c'est un processus des réalités virtuelles, c'est un processus qui déconnecte, mais il déconnecte et donc il pourrait remplacer des médicaments, mais encore faut-il le démontrer avec la spécificité de votre processus. Voilà. Parlez-nous un tout petit peu plus médecine. Alors, évidemment, vous l'avez bien compris, je ne ferai pas d'exercice illégal de la médecine, puisque je ne suis pas le médecin dans l'équipe de cofondateurs. Néanmoins, je peux vous en dire quelques mots, puisqu'évidemment, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et tout particulièrement compte tenu de la dimension médecine et scientifique des cofondateurs. Pour être très précis et très concret, aujourd'hui, HypnoVR a été utilisé, donc je disais dans le cadre des études rétrospectives, dans 3 indications précises et particulières. La chirurgie dentaire, et notamment à la faculté dentaire de Strasbourg, où on a montré que HypnoVR permettait de diminuer par 2 les scores d'anxiété de patients entre une première séance et une 3e séance au cours d'un protocole de soins. Deuxième indication, on a utilisé HypnoVR dans le cadre de la chirurgie pédiatrique sur de la pose et de l'ablation de chambres implantables, où on a démontré notamment que ça permettait d'éviter l'anesthésie générale chez des enfants et de remplacer l'anesthésie générale par de l'anesthésie locale plus le casque de réalité virtuelle, ce qui permet notamment de diminuer significativement les temps de présence en établissement de soins, puisque en anesthésie générale, après l'acte, les enfants restaient en moyenne 4 heures dans l'établissement. Avec HypnoVR, le temps de présence dans la structure est passé à 45 minutes. La dernière observation, c'est pour le coup en procréation médicalement assistée. Il s'agit particulièrement du prélèvement d'ovocytes, où on a démontré, notamment par des questionnaires de satisfaction, des scores importants à la fois de satisfaction des patientes et de recommandations sur le taux de réusage. Après, comme je l'évoquais, il s'agit d'études rétrospectives. Nous sommes en train de finaliser avec des établissements, c'est un tout petit peu tôt pour que je vous donne les noms exacts, 2 protocoles de recherche clinique qui sont des études randomisées multicentriques et qui concerneront 2 applications majeures. Là encore, je pourrais malheureusement vous donner les détails que dans quelques semaines. Alors, juste une précision, c'est une préparation, c'est-à-dire que le patient a son casque à la maison et il a une préparation pour le stress et tout ça, ou c'est un accompagnement avec la VR au moment du geste? Alors non, c'est véritablement un accompagnement au moment du geste, mais ça peut être en amont, pendant et après le geste. Donc typiquement en chirurgie pédiatrique, le casque a aussi été utilisé en post-opératoire dans le cadre de la chirurgie du rachis, où il y a des consommations importantes de morphine
après la chirurgie et où on a observé, là encore une fois je suis prudent, on a observé des diminutions significatives des doses de morphine qui se sont auto-injectées par les patients après la chirurgie. Donc c'est aussi bien avant, pendant le geste et après le geste. Des questions dans la salle? Patrick Pessot a bien dit. Imaginons l'ablation dentaire. Il faut que vous démontriez quand même que vous évitez ou diminuez la prise dentalgique. Donc il ne faut pas garder comme seul critère de jugement la satisfaction des patients. C'est ce que vous avez dit pourtant. Hein. Ce n'est pas le seul critère de jugement. Il y a des critères, il faut avoir des critères un peu plus objectifs sur l'efficacité de cette réalité virtuelle. Et puis, entre parenthèses, pensez à un sous-groupe qui est, par exemple, qui est celui qui a les boules quies et un bandeau pour éviter, voilà, qui s'endort, qui n'a pas forcément la réalité virtuelle. Faites une étude en 3 groupes. Hein. C'était la dernière question. Est-ce que vous avez, enfin, justement, observé des gens à qui c'est pas possible, un sous-groupe de patients est-ce qu'il y a une explication avant pour qu'il y ait une adhésion ou voilà. Est-ce qu'il y a des... Ou on peut imaginer, parce que vos chiffres au départ, justement, vous nous dites tout ce qui se passe comme anesthésie, mais en fait, est-ce que tout le monde pourra bénéficier ou pas parce qu'il y a des contraintes ou des choses particulières? Alors, très rapidement, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui démontrent les gens qui sont susceptibles à l'usage de l'hypnose en général, globalement, c'est 80% de la population. Okay. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est évidemment, sur les 12 millions d'anesthésies en France, on ne va pas toutes pouvoir les faire sous hypnose. Nous, on a regardé, notamment en étudiant la répartition des gestes qui sont faits sous anesthésie, on considère que sur les 12 millions, il y en a à peu près 50% qui peuvent être éligibles à un acte d'hypnose. Après, il y a aussi des pratiques qui sont différentes et je pense que notre ambition, c'est bien évidemment d'avoir une présence au-delà de la France où typiquement, sur tout ce qui est lié à de la coloscopie, il y a des pratiques qui sont très différentes en Allemagne où il n'y a pas du tout d'anesthésie générale, voire des sédations très légères et où le confort représente un delta important. Et ensuite, je rejoins tout à fait monsieur. Vous avez raison, la satisfaction n'est clairement pas le seul critère, c'est clairement pas le seul qu'on a utilisé et c'est bien pour ça qu'on poursuit notre programme d'études avec des études randomisées et multicentriques. Et je vous remercie, je note de façon attentive votre idée sur le 3e groupe pour laquelle je vous remercie. Bravo, bravo, merci beaucoup, on est dans les temps. Merci à vous. Et donc vous pouvez aller sur le stand pour plus de questions HypnoVR.